Ça ne marche pas, c'est pas grave, parce que je pense que c'est très utile. Vous m'entendez? Donc, merci de votre présence ce soir. Malgré le beau temps qui appelle à ces promenades plus bucoliques, je ne sais pas si ça marche. C'est la dernière séance avec Cyril pour l'instant. Parce que vous savez qu'on espère avoir une rencontre très privilégiée avec Emma Lavigne. Vous imaginez que son calendrier est un peu compliqué, donc pour l'instant je ne peux encore pas vous donner une date sûre. On fait vraiment des demandes réitérées pour ménager cette rencontre. On espère y arriver. Elle sera évidemment, si elle se tient, sous la houlette de Cyril. En tout cas, Cyril va vous ouvrir ce soir vraiment à la Biennale qui arrive. À la lumière de sa progression chronologique qui va vous amener au XXIe siècle, je crois. Je voulais aussi vous annoncer, comme il se doit, la suite de la programmation, puisque nous continuons à avoir des rencontres, des événements. Demain, il y a toute une journée rétrospective des films d'Olivier Zabat, qui a une exposition en ce moment, dans un espace un peu plus souple que le reste du musée, un espace un peu projet, que vous avez peut-être visité, dans lequel on peut même avoir accès presque indépendamment des autres salles, au premier étage. Olivier Zabat est cinéaste entre documentaire et art contemporain. Et demain, tous ces films seront présentés par lui à partir de 11h du matin. À chaque fin de film, il va venir présenter au présent, aux personnes présentes, le film qui arrive. Donc je crois que c'est une belle proposition. Et à 18h30, enfin après la fermeture du musée, il y a une table ronde avec Jérôme Monsilovitch de Chronicar et alors voilà, comme toujours, et Jean-Baptiste Morin des Inrocks, qui seront là avec Olivier Zabat pour faire une petite table ronde, un petit débat sur sa position en tant que cinéaste. Et à la fin, un long métrage sera présenté jusqu'à 22h. Donc c'est une journée encore qui peut être un peu marathon si vous avez envie, et s'il pleut. Et puis le reste de la programmation est présent dans ce document que vous trouverez en sortant si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne dernière séance. Et on pourra revenir, parce que je crois qu'on l'aime beaucoup. Eh ben, merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. J'ai bâti cette dernière Moderne Classe dans l'optique où Emma Lavigne éventuellement nous ferait défaut. C'est-à-dire que j'ai regardé son texte d'intention qu'elle a rédigé, qui est public, pour le commissariat de la Biennale, et donc la Biennale qui aurait pour titre Les mondes flottants. Et je suis parti de ce texte pour essayer de tisser quelque chose sur ce dernier moment historique autour du concept du moderne, en sachant que, pour vous rappeler un petit peu, on avait fait une première séance qui était vraiment sur la conception historique de la modernité par les principaux tenants de la modernité, par les principaux acteurs de la modernité entre la fin du 19e et les années 30. Un deuxième moment qui est un moment de crise de la modernité, notamment du récit moderne et d'une conception de l'histoire de la modernité autour des années 75-95. Et pour cette dernière séance, on va se situer résolument au XXIe siècle. Je l'ai intitulé « La globalisation ou la modernité devenue liquide ». Parce que la globalisation rentre dans la danse. Je n'ai pas encore fait sa place à cette grande transformation sociale qui s'origine bien en amont du XXIe siècle, puisque chez les historiens de la globalisation, les débats tournent entre le curseur 1960 ou le curseur 1980, comme étant les deux premiers moments d'une intrication telle des espaces sociaux que, d'une part, un retour en arrière paraît difficilement possible, sinon à couper les câbles sous-marins qui relient le réseau Internet, bref.
Et puis, surtout, un degré d'intrication qui légitime l'usage d'un concept nouveau, globalization en anglais, en forme francisée globalisation, plutôt que mondialisation, qui était déjà en usage dans les sciences sociales, notamment chez les historiens. Brodel, par exemple, est le premier qui, très tôt, a parlé des économies mondes pour parler de l'économie du bassin méditerranéen au Moyen-Âge. On aurait pu parler aussi d'économie monde pour parler de l'Empire gréco-romain dans l'Antiquité. L'idée de la globalisation, ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, ce n'est pas une internationale, quelque chose qui dépasse une structuration en État. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est vraiment une idée d'intrication qui viendrait déstabiliser, de manière assez violente parfois, les rapports d'articulation entre subjectivité, temporalité et lieu. Et dans le texte d'Emma Lavigne, pour ouvrir à ce projet de commissariat sur les mondes flottants, elle cite un sociologue, je vais retrouver sa nationalité dans une seconde, je vous demande un sociologue, non, il n'est pas autrichien, il est polonais, pardon, Zygmunt Bauman, qui a publié un livre qui s'intitule « La vie liquide ». Et donc, Emma Lavigne se réclame de cette idée de la vie liquide, de la modernité liquide, comme une réponse à la direction artistique de la Biennale, c'est-à-dire Thierry Raspail, qui lui a donné en pâture le mot de moderne. Et donc, elle s'en empare en le réactualisant, en lui donnant sa place dans je dirais, l'une des transformations les plus importantes en cours dans les sociétés contemporaines, c'est les questions de dynamique qui relèveraient de la globalisation. Et elle l'attaque à travers cet auteur qui est un sociologue qui métaphorise beaucoup et qui parle de vie liquide. Je vais vous lire simplement le premier paragraphe de son ouvrage. Vivre dans un monde liquide. Alors ici, déjà, la citation d'Emerson qui l'utilise en exergue est assez éclairante. C'est une citation d'Emerson qui dit « Pour survivre sur une fine couche de glace, il faut patiner vite ». Et ça donne assez bien le ton du livre, qui oscille entre une description sociologique à grands traits de transformation de fond qui travaille les sociétés contemporaines, les dynamiques des flux, les rapports à l'accélération du temps, tout un tas de choses de cet ordre-là, ces fameux rapports d'intrication que je vais essayer de développer un petit peu, et qui invente cet emploi de l'adjectif liquide pour qualifier la forme d'instabilité sociale qu'elle produit dans des contextes, dans des situations. Et il dit donc, la vie liquide et la modernité liquide sont intimement liées. La vie liquide est celle que l'on a tendance à vivre dans une société moderne liquide. Une société moderne liquide est celle où les conditions dans lesquelles ses membres agissent changent en moins de temps qu'il n'en faut au mode d'action pour se figer en habitude et en routine. La liquidité de la vie et celle de la société se nourrissent et se renforcent l'une l'autre. La vie liquide, tout comme la société moderne liquide, ne peut conserver sa forme ni rester sur la bonne trajectoire longtemps. Et donc, pour démarrer, j'ai essayé de structurer mon propos avec un certain nombre d'affirmations que je vais tâcher de garantir par une séquence qui va traverser un certain nombre d'œuvres. Donc, je parle d'abord je fais retour sur ce texte d'Emma Lavigne, sur ce concept de forme de liquidité, et elle dit dans son texte... Elle déclare vouloir, je la cite, explorer l'héritage et la portée du concept de moderne, j'ai fait une horrible faute d'orthographe, vous m'en excuserez, dans un monde ramené à une forme liquide.
à l'ère des multiples transformations que les sciences humaines et sociales décrivent comme le propre de la globalisation et dont l'une des caractéristiques majeures est d'engendrer, je l'avais cité, c'est un propos d'Arjuna Padurai, des disjonctions dans les articulations entre le lieu, la subjectivité et la temporalité. Alors je vais m'arrêter sur Arjuna Padurai et pas rester très longtemps sur Bauman parce que Bauman utilise le terme moderne dans un nouveau sens dans son livre, mais son propos a un défaut, c'est qu'il n'explicite jamais vraiment de quel nouveau sens il charge ce concept de moderne. Peut-être qu'on aura plus de chance avec Arjuna Padurai. Arjuna Padurai, c'est un anthropologue indien qui est né dans l'Inde du Commonwealth, de la colonie britannique, qui a commencé ses études en Inde à Mumbai, puis les a poursuivies aux États-Unis pour ne surtout pas aller à Cambridge, chez les anciens colons, etc. Et aux États-Unis, il a été l'étudiant d'Hannah Arendt. Or, Hannah Arendt est une philosophe qui a un rôle très important parce que dans son expérience de la diaspora juive, dans son expérience de la tragédie juive au XXe siècle, elle a forgé sa réflexion dans cette tragédie, et notamment à travers la figure du paria. Et le paria, enfin, elle lui donne un horizon désirable qui serait l'état de droit abstrait, dans le sens où l'état de droit abstrait est le seul qui permet de garantir une dissociation entre l'ethnos et la citoyenneté, car elle voit dans l'association de l'ethnos et de la citoyenneté le ferment de tous les fascismes. C'est d'ailleurs les mêmes arguments qu'elle va convoquer en 1951 dans un texte moins connu pour critiquer de manière virulente certains de ses anciens compagnons qu'elle fréquentait dans les années 20 sur la question de la fondation ou pas de l'État d'Israël, de la bipartition ou pas, enfin bref. Donc Arjuna Padurai, c'est la diaspora de la globalisation qui ne se sait pas encore être la diaspora de la globalisation, mais qui va trouver dans l'enseignement de Hannah Arendt un certain nombre d'outils qui vont lui permettre de penser la nouveauté d'une condition diasporique à partir des années 60-80. Et donc il a publié 3 ouvrages qui sont vraiment fondamentaux sur l'anthropologie de la globalisation. C'est un anthropologue de formation. Le premier, je vais vous dire le titre en anglais parce qu'il est plus parlant, c'est Modernity at Large, Consequences of Globalization. Le Payot, l'éditeur français, a choisi de changer le titre. Et ce n'est pas la modernité éloignée ou qu'on rejetterait. Hein. Il a choisi de dire après le colonialisme. C'est plus conforme, c'est vrai, au contenu du livre. L'une des théories d'Arjuna Padurai étant précisément que quelque chose comme une dynamique sociale de l'ordre du global émerge dans la décolonisation et dans les processus de décolonisation, dans le sillage des processus de décolonisation, ce qui lui permet d'historiciser ce processus et de le raccrocher à des grands flux migratoires liés à cette décolonisation. Mais le titre en anglais qu'il avait choisi, c'était quand même, en gros, la globalisation congédie la modernité. Et là, il y a un débat qu'on peut avoir, et je crois que la grande difficulté de la séance de ce soir, c'est qu'au XXIe siècle, le concept de moderne, en tant qu'adjectif, en tant que nom commun, est un nom qui a perdu de son univocité. Et au fond, cette séance, on va ne faire que passer d'une conception du moderne à une autre, et on est dans un rapport au moderne qui est relativement balkanisé dans le champ intellectuel et artistique actuel. Néanmoins, j'essaierai de vous montrer qu'il y a peut-être 2 grandes tendances dans la manière d'envisager, la manière dont on pourrait entendre le moderne au XXIe siècle. Mais évidemment, qu'on soit chez Bauman, qui n'emploie pas le terme de globalisation, ou qu'on soit chez Padurai,
qui congédie la modernité pour lui substituer le terme de globalisation, c'est bien les dynamiques de la globalisation qui sont au cœur. Le reste, ce ne sont que des querelles d'étiquette, et il faudra peut-être encore une vingtaine d'années pour trancher ces débats dans les sciences humaines et sociales. Dans l'espace social, comme dans le champ artistique, les conséquences de la globalisation révèlent différentes dimensions. Accélération simultanée et immédiatisation numérique, notamment du temps. Alors, accélération, c'est un autre auteur, c'est Hartmut Rosa, un sociologue allemand qui a très bien montré dans plusieurs ouvrages, dont un que je vous recommande, qui s'intitule Aliénation et accélération, comment ce n'est pas le temps qui s'accélère. Le temps est une constante en physique. Mais c'est notre rapport au temps qui s'est considérablement accéléré durant tout le XXe siècle. Et simplement, l'instantanéisation des échanges bancaires, par exemple, dans les places boursières à partir de l'informatisation des systèmes boursiers dans les années 80, qui font qu'aujourd'hui, ce sont des algorithmes qui gèrent la plupart des échanges économiques, l'intelligence humaine ayant un retard considérable dans la rapidité des échanges qui se constituent. La manière dont les écrans reliés dans des réseaux numériques ou intégrés, implémentés dans des réseaux sociaux ou numériques nous permettent d'interagir à des dizaines de milliers de kilomètres les uns des autres de manière totalement instantanée, vous voyez bien qu'il y a une multitude de facteurs qui transforment l'écologie de notre rapport au monde, et ce, depuis déjà une trentaine d'années. Les choses se sédimentent et se renforcent l'une l'autre. Donc il y a des rapports d'intrication, et on le voit socialement et même dans le régime des images contemporains. Une image publiée de manière relativement silencieuse dans un contexte donné à un instant T peut produire en moins de temps qu'il n'en faut des effets dévastateurs ou des contre-feux considérables à des endroits extrêmement éloignés du globe et entraîner des désordres géopolitiques, des désordres... voilà. Et c'est ça le monde dans lequel nous vivons, et c'est évidemment une des questions qu'Emma Lavigne, sans doute à travers sa sélection d'artistes, va poser. Ce monde flottant, ce monde liquide est un monde d'une très grande instabilité dans lequel des structures qu'on pourrait penser pérennes ou qui ont une très grande permanence sociale, des institutions sociales comme l'État-nation, comme des cultures ou des isolats culturels qui sont restés longtemps, je dirais, sans aucune forme d'acculturation, c'est-à-dire d'échange réciproque, etc., eh bien, ces zones, ces poches se résorbent et au fond, ce que montre Arjun Appadurai dans son livre Après le colonialisme, les conséquences de la globalisation, celui qui s'intitule en anglais Modernity at Large, c'est que les mots nous manquent pour décrire ces phénomènes, ou plutôt, il faut se départir des étiquettes et des cases, et plutôt essayer de réfléchir. Alors lui, il parle de scapes, il parle d'horizons ou de paysages. Il dit par exemple, les formes culturelles sont devenues des paysages. Il n'y a plus un sens qui est assigné ad vitam aeternam à un artefact culturel en fonction d'une inscription dans un territoire et dans une histoire. Parce que ces dynamiques sociales et ces flux qui trament notre monde social sont d'une telle importance aujourd'hui qu'ils déstabilisent les rapports entre subjectivité, temporalité et localité. Et donc, il y a bien des dynamiques de reconfiguration et de tensions réciproques, des conflits, mais parfois aussi des convergences entre du local et du global, et tout ça rend les choses beaucoup plus complexes à analyser et beaucoup plus difficiles. Ça a des effets sur l'histoire de l'art. Vous allez au musée des Beaux-Arts, on a une salle peinture italienne du XVIIe siècle. Pour tout vous dire,
je suis déjà plutôt sceptique sur cette appellation et cette étiquette, même pour le XVIIe siècle. Mais pourquoi pas? En revanche, imaginons un musée d'art contemporain qui aurait l'idée de diviser sa scénographie et sa collection permanente en salles qui seraient corrélées à une étiquette relevant d'un État-nation. Ce serait d'une absurdité totale. Comment on pourrait qualifier, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour remplir l'étiquette art français de 2005 à 2015? On serait vraiment très embêté. On serait d'autant plus embêté que les historiens de l'art du XVIIe, ils font des grands recoupements stylistiques pour montrer qu'il y a des foyers, la ville de Florence, au Quattrocento, etc. Et là, on voit il y a des circulations des ateliers à un autre, il y a des grandes convergences formelles qui donnent cette espèce d'enquistement d'une forme à un moment, ou en tout cas de sédimentation. Mais on voit bien que ce type de processus social a totalement et complètement disparu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des foyers, des scènes, des différences, mais tout est devenu plus liquide, plus complexe. La couche de glace est fine et il faut patiner vite. Donc il y a déjà ce rapport au temps. Ce rapport au temps, je vous ai déjà parlé d'un historien très important, c'est François Hartog. Je vous en ai parlé pour son petit outil des régimes d'historicité, mais je reviens au propos même de son livre sur les régimes d'historicité. Le titre, c'est « Présentisme et crise du temps ». Donc si je reprends la modernité au sens classique du terme, au sens où l'entendaient les surréalistes par exemple, le régime d'historicité, c'est-à-dire le mode d'articulation entre les catégories du passé, du présent et du futur, c'est on gomme le passé, on s'ancre dans le présent comme dans un ressort et on essaye de sauter le plus loin possible en tendant vers un horizon lointain qui serait le télos de l'histoire. Voilà. François Hartog dit notre condition actuelle du temps est totalement inverse. Et c'est une grande difficulté sociale pour nos sociétés. Non seulement on a du mal à tirer vers un passé, mais on a même du mal à tirer vers un avenir, comme si la condition du présent était devenue une espèce de trou noir, une espèce de force d'attraction qui figerait toute espèce de mouvement qui soit regarderait ou s'ancrerait ou hypertrophierait un rapport au passé ou au futur. Et voilà une difficulté sociale. Il dit par exemple pour les personnels politiques, c'est très compliqué de forger une vision à très long terme. Or, il y a tout un tas de problèmes qui nécessitent des visions à très long terme, mais c'est compliqué. C'est compliqué même dans nos vies. Quand par exemple, dans notre rapport à l'actualité, on est soumis à un bombardement quasiment minute par minute d'événements qui structurent, quel sens peut avoir encore, comment on fait un tri, vous voyez ce que je veux dire? On en fait tous l'expérience à peu près journellement. Et donc, François Hartog appelle ça le présentisme, c'est-à-dire cette hypertrophie du présent, qui mange le passé dans l'omniprésence sociale du concept de mémoire, la mémoire étant un passé qui ne passe pas, pour reprendre des mots d'historiens bien connus, et il voit dans l'hypertrophie de la mémoire dans nos vies sociales un des signes que la mémoire, c'est le passé vécu au présent, quoi. C'est quelque chose c'est le présent qui bouffe le passé. Et puis, une incapacité par rapport, si on le compare aux années 60 ou même aux années 30, à forger des représentations d'un futur à long terme. Les artistes dont on a parlé dans les années 30 se forgeaient des représentations d'un futur qui était parfois vraiment extrêmement lointain, qui était un horizon quasiment inatteignable. Mais c'était quand même un moteur cognitif et socialement c'était parfaitement admis et on pouvait trouver des ressources dans le présent pour tracer cette perspective. Donc il appelle ça le présentisme. Et François Hartog pose une hypothèse, il dit il y a deux solutions.
soit c'est qu'on est en train de changer d'ère historique, comme le passage entre Antiquité, Moyen-Âge, etc. C'est-à-dire qu'il y a des soubresauts dans notre rapport au temps qui font qu'on est peut-être en train de sortir du contemporain. Cette époque qui commence en 1789 et qui va peut-être terminer, comme toutes les époques, attendu que les époques sont des étiquettes que les historiographes mettent sur des homogénéités et des permanences sociales. Il y en a qui d'ailleurs trouvent que les époques c'est totalement stupide. Le Goff par exemple pense que la division en époques est un exercice scolaire mais qui n'a aucun sens d'un point de vue historiographique. Donc il y a des débats chez les historiens sur ces questions-là. Donc soit c'est le signe qu'on change d'époque, soit c'est un moment de crise du temps particulier de l'époque contemporaine, mais vraiment particulièrement aigu et qui regarde le présent. La globalisation transforme aussi ce que j'appelle une écologie des phénomènes visuels qui sont tramés par des dynamiques de flux multiples, conflictuelles. Il y a un très beau texte de Bruno Latour sur les caricatures, les premières caricatures de Mahomet parues au Danemark en 2007. Latour est un anthropologue aussi, et il fait cette analyse et il dit la problématique dans laquelle on rentre n'est pas celle de l'iconoclasme religieux, c'est celle de l'iconoclash. C'est celle du clash de représentations qui n'auraient jamais dû se rencontrer, dans lequel des contextes se retrouvent transportés, et des contextes avec tout ce qui va avec, se retrouvent transportés à des dizaines de kilomètres, etc., et lus avec d'autres paires de lunettes, et donc on est vraiment dans un clash des conceptions de l'image et des régimes d'image. Et il voit évidemment là aussi un signe de l'époque et de ce rapport au flux qui trame nos vies sociales et qui déstabilise toutes les permanences, tout le tangible, qui nous liquidifie. Et puis, il y a aussi, qui rentre en compte dans cette écologie des images, ce que Stéphane Vial, qui est un philosophe qui a très bien travaillé sur la philosophie des écrans, appelle l'ontophanie numérique. Onto pour ontologie, c'est-à-dire les régimes d'existence, les modes d'être, et phanos, en grec c'est la lumière, c'est-à-dire on voit bien que les écrans transforment les modes d'apparaître de l'être. Or, les écrans ont une place considérable dans nos vies. Dans les années 50, les écrans, ils étaient au cinéma, puis ils sont rentrés dans la sphère domestique avec la télévision. Aujourd'hui, on les a dans la poche, on les a devant soi en travaillant, on les a dans la rue. Ils se sont miniaturisés, ils se sont rapprochés de nous, on peut les avoir en paire de lunettes, et ce sont des médiateurs, des prothèses de notre rapport au monde, qui transforment notre rapport au monde. Et qui ne changent pas l'ontologie des choses, mais plutôt le mode d'apparition de l'ontologie des choses. Ce sont des médiateurs qui permettent de traduire une ontologie dans une autre. Par exemple, si je suis un artiste, je fais une sculpture, c'est un objet, mais néanmoins, si je la présente sur un écran d'ordinateur à un galeriste, sur un format PDF, je la traduis dans une ontologie numérique. Alors, évidemment, il y a de la perte. Il y a des choses qui gagnent, il y a des choses qui perdent. Et cette liquidité du monde global est liée à cette écologie des images dans laquelle les écrans ont des effets sur notre préhension du monde, notre manière de nous articuler phénoménologiquement au monde, nos modes de sentir, nos modes Bref, je suis très long sur l'introduction aujourd'hui, mais il faut que je... Et puis, le concept de moderne est aussi repris par un certain nombre d'auteurs qui le chargent d'autre chose. Dans les années 70, la philosophie française était au panthéon des sciences humaines internationales.
On lisait sur tous les campus Foucault, Barthes, Derrida, et on pourrait se dire ah, c'était l'époque bénie. Mais c'est toujours le cas. Ce sont des auteurs français qui actuellement sont les plus lus au monde. Simplement, ce ne sont plus des philosophes, ce sont deux anthropologues. L'un est titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France, c'est Philippe Descola, et l'autre, c'est Bruno Latour. Un anthropologue des sciences et, on va le dire vite comme ça, un anthropologue de la nature. Les deux forgent une critique très forte du concept de modernité, mais une modernité alors là, qui nous éloigne très largement de ce qu'on entend dans l'histoire de l'art au sens strict du terme par modernité. Pour Bruno Latour, et c'était le titre d'un de ses ouvrages célèbres parus en 91, on n'a même jamais été moderne. On n'a jamais été moderne parce que l'humanisme est un contresens par rapport à la promesse de modernité de son point de vue. Alors il repart à la Renaissance et il considère que la séparation que les Européens ont pensée, théorisée, puis déployée dans l'ensemble du monde du fait de leur domination économique et intellectuelle et coloniale pendant le 19e, etc., et qui construit une dichotomie entre le sujet transcendantal humain et le reste de la création, c'est-à-dire les animaux, les objets, etc., avec évidemment un rapport pas du tout égalitaire, hein, ce n'est pas une séparation égalitaire, il y a quelqu'un qui dirige là-haut, eh bien c'est au fond un contresens sur ce qu'il pense être le concept de modernité. Et donc, pour lui, la modernité est l'histoire d'un conflit et d'une séparation construite historiquement et sédimentée dans nos pratiques sociales entre les humains et les non-humains. Pour Philippe Descola, considère, lui, que c'est un disciple de Lévi-Strauss, alors il est encore un petit peu structuraliste, il y a une grande grille comme ça qui plaque sur le monde, on pourrait discuter de cette méthodologie, mais n'empêche, ce sont des livres qui donnent vraiment à penser. Il considère qu'il y a 4 régimes ontologiques dans le monde et pas plus. Il a compilé des sources considérables de travaux ethnographiques sur toutes les populations, dans toutes les aires chronoculturelles pendant très longtemps. Et il est arrivé à qualifier 4 régimes ontologiques auxquels sont associés 4 régimes de regard, le naturalisme, le totémisme, l'animisme et l'analogisme. Prenons celui qui nous concerne, le naturalisme, ce sera le nôtre. Le naturalisme, alors dans ces 4 régimes, il s'agit de voir comment sont distribuées les continuités et les discontinuités entre des physicalités et des intériorités. Eh bien, il dit dans la pensée européenne, on refile ça depuis Aristote, les pères de l'Église, Plotin, etc., comment ça s'est goupillé, eh bien, l'intériorité, il y a le sujet humain qui est doté d'une intériorité, mais par exemple pas les animaux. Donc il y a une discontinuité des intériorités. Nous, on a une intériorité psychique. Les animaux, ils commencent à accéder un petit peu à ça. L'Assemblée nationale les a reconnus en juillet dernier comme des êtres dotés de sensibilité. Mais enfin, dotés de sensibilité et dotés d'une intériorité psychique, il y a encore du chemin. Mais c'est en train de venir. Donc on a forgé dans ce régime de regard une distinction entre, en gros, il n'y aurait que Homo sapiens sapiens qui serait doté d'une intériorité, le reste, bon. En revanche, continuité des physicalités, dans le sens où dans la science moderne nous apprend que le corps humain est composé d'eau, H2O, c'est une molécule, et c'est la même molécule qui compose l'eau du Rhône qui coule pas très loin. Donc, continuité des physicalités, discontinuité des intériorités. Mais il y a d'autres schèmes cognitifs qui ont pu exister dans des histoires culturelles de peuples, etc. Vous pouvez avoir des exemples de peuples qui pensent qu'il y a une continuité des intériorités. Une continuité des intériorités qui font qu'on partage un esprit avec des objets, avec des animaux, etc. Et que, au contraire,
quand on n'a pas le même esprit, on ne partage pas la physicalité, même si c'est un autre être humain. Vous voyez, parce que lui, il est aigle et moi, je suis loup. Là, je sens que je dis n'importe quoi, je vais vite me taire, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre la mécanique voilà. Et donc, pour Descola, il considère que le processus de modernisation du monde, c'est un processus qui a cherché à imposer partout le regard naturaliste. Le regard naturaliste qui pose la supériorité et une forme d'impérialisme du sujet transcendantal humain tel qu'il a été théorisé en Europe, et qui met au sommet du règne du vivant l'humain, qui est le seul à être doté d'intériorité, tout le reste. Voilà. Et donc il traque ces ontologies et ces régimes de regard dans notre histoire intellectuelle, dans la psychanalyse, etc. Et ça, ce sont des débats très forts, et ce sont deux auteurs qui sont beaucoup lus par les artistes contemporains, qui cherchent, eux aussi, à dire quelque chose de neuf du moderne. Et donc, si vous voulez, j'en arrive au troisième point, les formes de l'instabilité, du reenactment, la remédiation critique, les assemblages qui défont la dichotomie humain-non-humain. On va voir des artistes qui essayent de travailler avec des insectes, l'incorporation progressive du vivant à partir des années 70 dans le champ de l'art contemporain, et tous les problèmes que ça pose, qui ne sont pas des problèmes esthétiques, qui sont des problèmes de conservation, des problèmes parce que le musée n'accepte qu'un type d'ontologie. Dans son schème, c'est l'objet. Et donc ça pose un problème quand vous avez des mousses qui se baladent sur le mur, ou quand vous avez des insectes qui construisent des sculptures, comme chez Hubert Duprat, où il utilise un insecte qui est la frigane, qui construit des fourreaux avec tout ce que l'insecte trouve autour de lui, hein, et il suture tout ça avec sa bave, et là c'est un artiste qui donne à ces insectes des pierres précieuses. Et ces insectes font des sculptures en pierres précieuses. Et donc c'est un modèle de coopération entre des humains et des non-humains. Le travail artistique est une coopération humain-non-humain. Il ne peut pas faire les fourreaux. Nos doigts sont trop puissants. D'ailleurs, c'est le principal problème de conservation avec les fourreaux de frigane. Dès que les conservateurs ou les attachés de conservation les prennent pour les mettre dans des caisses ou ça casse. Parce que la bave des petites bêtes, elle n'est pas faite pour des gros doigts humains qui les saisissent, Donc il faut aider après la bave. Alors on va aller chercher un restaurateur qui va prendre du Paraloid Air, c'est une colle qui ne va pas tuer les petits insectes, mais qui... Donc là, on est typiquement, anthropologiquement, dans une modalité de coopération humain-non-humain dans un travail artistique. Et ça, on ne peut pas réfléchir à ça sans aller chercher du côté de Latour et d'Escola. Et d'ailleurs, la plupart des artistes qui travaillent sur ces questions-là, on va en voir un autre ce soir, Thomas Saraceno, sont des grands lecteurs de Latour et de d'Escola. Et évidemment, on voit bien que là, on peut employer le concept de moderne, mais c'est plus du tout, on ne met plus du tout le même sens derrière cette étiquette de moderne. Là, déjà, c'est un moderne élargi dans le temps, qui revient au fond à qualifier un moment ancien de sédimentation de la pensée européenne. Et c'est un moderne qui est chargé aussi de toute autre chose. Et puis, il y a déjà eu, on l'a vu la semaine dernière, ce moment de critique de la modernité. Je vous avais dit qu'il commence avec des artistes qui commencent à construire des ruines de la modernité, ou voir la modernité comme quelque chose de définitivement clos et passé, et qui peut dès lors être soumis au régime de la ruine. Mais au XXIe siècle, on va davantage trouver des artistes qui vont essayer de se dégager d'un ton un peu élégiaque, qui pouvait encore exister dans des œuvres des années 90, dans lequel le sentiment de la perte incommensurable de la modernité n'était pas encore remplacé par un désirable du présent qui permettait une projection. Voilà.
oui, l'ontophanie numérique, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, l'ontophanie numérique, ce mode d'apparaître de l'être, est quelque chose qu'il faut entendre, car ça rentre en conflit direct avec un grand concept de la modernité artistique, c'est l'aura théorisée par Walter Benjamin. Si les écrans prennent autant de place, et si aujourd'hui vous allez au Louvre, vous voyez des gens, quelle est leur expérience de la Joconde? Il y a encore 10 ans, ils la regardaient comme ça, maintenant ils la regardent comme ça. Donc c'est toujours l'expérience médiatisée par l'écran. Ça ne peut pas ne pas transformer les régimes d'expérience esthétique. On est encore trop tôt pour tirer les trajectoires, les bilans, etc. Mais dans 10 ou 15 ans, il y aura des gens qui auront bien bossé sur la question et on sera en mesure de dire, au XXIe siècle, franchement, oui, de la même manière qu'il y a eu des sauts cognitifs importants entre le 19e et le 20e siècle dans le régime de l'expérience esthétique, on est en train de vivre un saut. On ne l'a pas encore théorisé, on ne l'a pas encore bien... voilà. Et là, je vais arrêter de parler et vous montrer des œuvres. Enfin, arrêtez de... Sarrasé. J'ai choisi de commencer par Sarrasé pour 2 raisons. La première, c'est que cette œuvre qui s'intitule en français Planétarium portable, d'ailleurs, le titre est en anglais, j'aurais pas dû mettre l'accent sur le « et », pardon, a été présentée dans une biennale de Lyon en 2011. Et métaphoriquement, je pense qu'elle pourrait bien convenir pour qualifier le projet d'Emma Lavigne. Et puis pour qualifier quelque chose qui est travaillé artistiquement et qui essaye de prendre la mesure de toutes les dimensions des transformations en cours que j'ai essayé de déployer comme ça à gros traits dans mon propos précédent. C'est une sculpture. Dans la sculpture, classiquement, il y a 3 gestes. Il y a la taille, le modelage et l'assemblage. Là, on est très clairement du côté de l'assemblage. À ça près que dans cet assemblage, il n'y a aucune colle, aucune vis, aucun clou. En revanche, vous avez des serre-joints et des petites ficelles, ou plutôt des liens, quelque chose qui relève du lien, plutôt que de la perforation. Cette sculpture, elle est fabriquée à partir de la queue de comète de tous les objets qui structurent le quotidien de cet artiste. Donc il y a des objets d'atelier, vous avez des objets de la vie ordinaire courante. Si elle est allée commander une pizza, vous aurez le carton de la pizza. Si elle est allée... voilà. Vous avez aussi un rétroprojecteur. Vous avez des plantes d'intérieur. Vous avez un bocal avec des poissons. Et tout ça est un immense défi, à la fois la gravité, et, puisque ça tient dans un équilibre particulier qui est un équilibre dynamique. La composition que forge Sarrasé dans cette sculpture, elle dit s'inspirer énormément en termes de composition sur l'art de l'ikebana, qui est un art de composition florale japonais qui repose sur l'asymétrie et le dynamisme. Vous savez, on a coutume de dire que les œuvres font monde. Ben, si celle-ci fait monde, je trouve que c'est une assez bonne métaphore de ce que pourrait être ce monde aujourd'hui. C'est un monde d'instabilité, c'est un monde presque illogique, parce qu'on imaginerait, compte tenu de la gravité qui nous ramène irrémédiablement au sol, que les choses les plus lourdes sont à la base et puis qu'on s'élève en finesse. Eh ben, c'est parfois le contraire. On a des éléments dont on sait qu'ils sont extrêmement lourds, dont on ne sait pas comment ils tiennent. En fait, c'est des déports de force et de tension qui permettent de tout tenir. Et quand vous regardez ce qui permet de poser au sol, d'avoir un point d'appui au sol, c'est parfois des choses extrêmement ténues. Vous avez l'espèce de petit tabouret, mais en dessous du tabouret, on va rajouter des choses qui sont plutôt de nature à déstabiliser le tabouret que de l'ancrer superbement dans le sol. Il y a environ 3000 éléments. Il faut 2 bonnes semaines pour assembler tout ça.
Et pour la petite histoire, donc tout ça arrive en caisse avec autant de photographies qu'il en faut, numérotées. Et donc, ce n'est pas une sculpture qui est faite une fois, elle peut être remontrée à l'identique dans n'importe quel lieu. Un planétarium portable. J'aime bien ce titre aussi parce que, évidemment, le planétarium, en tout cas, les planètes ressemblent un peu aux forces de convection que convoque Appadurai pour essayer de décrire la globalisation ou cette modernité at large, comme il l'appelle. Dans le mouvement des planètes, on sait bien que rien n'est fixe. C'est même la théorie de la relativité d'Einstein. Ce ne sont que des vitesses qui sont indexées les unes sur les autres et les constantes sont rares. Il y a la vitesse de la lumière, il y a la constante de Planck, mais enfin, les plans fixes sont quand même rares dans le cosmos. Alors, je trouve que très métaphoriquement, Sarrazé, elle arrive à donner à allégoriser presque à l'ancienne cette condition du rapport au monde et en même temps de la rapporter à quelque chose d'extrêmement incarné et personnel. C'est-à-dire que cette déstabilisation, et c'est là où c'est plus tout à fait une allégorie, c'est pas un grand discours sur le monde, etc., c'est incarné directement dans les objets, sa myriade d'objets du quotidien, celles qui, justement, sont dans une relation gravitaire avec l'astre qu'elle peut être ou la planète qu'elle peut être en tant qu'être qui agit et qui... voilà. On sait bien que nous autres, les humains, on se trimballe dans notre existence, non seulement en tant que carcasse, mais aussi avec un nombre de choses considérables. J'en veux pour preuve la galère que c'est à chaque fois qu'il faut déménager. Et on ne peut pas trop s'en couper de ces objets auxquels on est attaché. Vous voyez, c'est des parts de nous, c'est des parts de notre cognition, c'est des parts de notre... Voilà, je voulais commencer par cette œuvre-là. Je vais revenir sur cette condition du temps que Hartog appelle le présentisme, cette crise qui fait que tout est absorbé dans un trou noir du présent. S'il y a bien une stratégie artistique récurrente dans ce début du XXIe siècle et qui me paraît mais vraiment exemplairement démontrée ou en tout cas rentrer en résonance avec ce propos d'Hartog, c'est ce qu'on appelait le reenactment. Cette mode du reenactment, du refaire. Et je vous montre là un des premiers grands moments de reenactment dans l'histoire de l'art contemporain. C'est Jeremy Deller qui choisit en 2001 de s'intéresser au dernier moment, la dernière grande lutte ouvrière ratiboisée par la Dame de Fer, c'est-à-dire la dernière grande révolte ouvrière britannique. En 1984, c'est à Orgreave, et il y a eu une fameuse bataille à Orgreave qui a opposé la communauté ouvrière et la police montée. Et ils ont perdu, les ouvriers, ils ont tout perdu. Ils ont perdu cette bataille contre les policiers, mais aussi une bataille sociale qui était liée à l'histoire de la modernité. L'histoire de l'émancipation ouvrière, je vous en avais parlé, cette idée qu'il y avait ce télos de l'histoire et que précisément le progressisme social... Alors ça, c'est une image d'archive. Et Jeremy Deller, il s'est donc inspiré, là j'ai fait une petite erreur, des images d'archives et d'un vrai travail d'enquête auprès des policiers et des anciens policiers et des anciens ouvriers pour essayer de rejouer la bataille d'Orgreave avec des figurants et les acteurs de l'époque auxquels il fait rejouer 20 ans après leur propre rôle. Alors, c'est doublement important parce que c'est un événement qui n'avait pas été historicisé. C'est précisément un événement qui ne passait pas dans la mémoire. Parce qu'il n'était pas dit, il était tu. C'était la défaite du monde ouvrier britannique face à la droite de Margaret Thatcher et au régime néolibéral de l'époque. Mais cette bataille n'a pas donné lieu à des publications, elle n'a pas
Donc, déjà, pour pas mal d'acteurs, c'était une manière de faire passer ce passé. D'ailleurs, ils ont tous des trajectoires de vie très différentes, ils ont dû changer de vie, ils ont dû changer de, pas forcément de conditions sociales, hein, mais en tout cas de mode d'organisation du travail. Voilà. Et donc, c'est un film qui est une reconstitution historique, comme d'autres s'adonnent le week-end à des reconstitutions de batailles napoléoniennes. Et bien là, c'est un artiste qui utilise cette technique de la reconstitution historique pour rejouer un moment avec les slogans, les invectives et un décalage évident à l'image, parce qu'on a des gens qui ont plutôt la soixantaine et qui se marrent un peu ventripotents à se jeter des canettes en rigolant, en retrouvant les anciennes invectives et leur coloration politique, etc. Et on sent que côté policier, etc. D'ailleurs, socialement, il n'y avait pas grand... Il y avait un cheveu entre les policiers et les... C'était quand même les mêmes milieux sociaux, hein. Bref, ça a été un grand moment hein, dans la découverte du reenactment, et après tout ça, on a tout réenacté. On a tout réenacté. Il y a tout un tas d'artistes qui se sont mis à refaire des œuvres des années 60. Alors ça dit quand même quelque chose de bizarre. Comme si on ne pouvait plus forger de nouvelles pièces, il fallait faire du neuf en se réappropriant du passé. Pour nous, les historiens, ça a même été super parce que ça fait sauter des verrous. Vous ne pouvez pas imaginer, quand on travaillait sur l'histoire de la performance, on était là à batailler dur avec de l'histoire orale, des gens qui étaient soit morts, soit qui avaient la mémoire qui flanche, très peu de sources. Et là, ça a ouvert une perspective. On s'est dit, mais on peut les refaire. Le MoMA, dans le milieu des années 2000, décide de refaire Hating Happenings in Six Parts, 1959, le premier happening de l'histoire de l'art sur le sol américain d'Alan Capro. À partir des notes, on refait, et on le refait comme une activité scientifique. En 2015, j'ai visité la Biennale de Venise. À la Biennale de Venise, il y avait la Fondation Prada. On a reenacté, quand les attitudes deviennent forme, une exposition mythique de la fin des années 60, dont je n'avais qu'une connaissance livresque. Et il faut bien avouer que, on peut critiquer tout un tas d'aspects, etc., mais pour moi, qui n'avais qu'une connaissance livresque de cette exposition, il y a quelque chose qui ne passait pas dans les livres, c'est les rapports de proxémie entre les œuvres. En fait, les œuvres, elles étaient quasiment les unes sur les autres. C'était avant le Star System. C'était avant que Lawrence Wiener devienne cet immense artiste connu. C'était avant que... Donc, ils ont tous entre 20 et 30 ans. Ils bossent jour et nuit. Puis il y a une énergie extraordinaire. Mais cette énergie, on la sent dans le fait d'avoir reproduit les dimensions spatiales, d'avoir... voilà. Donc le reenactment, là, est vraiment positif. Et en même temps, est-ce qu'on n'est pas dans ce présentisme, c'est-à-dire dans le trou noir du présent, c'est-à-dire essayer de revivre au présent l'histoire, essayer de revivre au présent, et au fond, est-ce que c'est de l'histoire? Est-ce que ça n'en est pas? Est-ce que les historiens se fourvoient dans une espèce de dynamique mémorielle? Est-ce que la dichotomie mémoire-histoire, qui a été si structurante dans les débats historiographiques, est encore opérante? Voilà des questions qui occupent actuellement les historiens et les historiens de l'art. Restons dans les problématiques du temps et de cette modernité liquide. En 2011, Biennale de Venise, il y a cette œuvre vraiment majeure, Christian Marclay, The Clock 2010. Il faut imaginer un film de 24 heures. Alors vous rentrez dans le dispositif de l'exposition, c'est un peu comme une projection au cinéma. Vous avez des fauteuils assez confortables, et puis des canapés, pardon, et puis une projection. C'est un immense collage de films extraits de toute la culture de l'image mouvement, télévisuelle, cinématographique, toute époque confondue.
Et ce sont de courtes séquences qui sont montées en une immense séquence de 24 heures. À ça près que dans chacune des séquences, vous avez un plan rapproché sur une indication horaire. Un personnage qui regarde ostensiblement sa montre, et on peut lire l'heure qui est à sa montre, ou un regard qui se porte sur un réveil où, vous voyez, une bombe va exploser, et là, il y a... Voilà. Et vous pouvez faire l'expérience, à chaque fois que quelqu'un regarde la montre, et s'il est 11h10 à la montre dans le film, il est 11h10 à votre montre. Et après, il est 11h13. Et après, il est 11h... Donc, il y a un super dispositif informatique pour synchroniser le temps de l'expérience de l'exposition avec le temps du film. Synchronicité des présents. Là aussi, il y a dans ce travail quelque chose qui résonne et qui est très déstabilisant. Cette idée de se retrouver en synchronie avec la fiction. Et alors, on pourrait imaginer que c'est l'hétérogène qui domine et qu'on a une séquence sans queue ni tête où on passe de Colombo à... Mais en fait, pas du tout. Il y a un ciment, il y a une mayonnaise dans tout ça. C'est la bande-son. La bande-son est ce qui fait le liant narratif de toutes les séquences. Et on passe à peu près par toutes les étapes des climats psychiques du film. On a les moments de suspense, on a les moments... De sorte que, même en ayant passé 20, 30, 1 heure devant le film, on a le sentiment d'avoir vu quelque chose qui relève d'une cohérence et d'un récit. Quand bien même dans les images, on passe d'un contexte à l'autre, d'un acteur à un autre. Et ça, plus le phénomène de synchronicité qui fait que ce qui se joue à l'écran se joue dans mon présent de l'expérience, c'est très déstabilisant. Mais c'est aussi très, ça dit très bien quelque chose de l'ordre de ces synchronicités, de ces, qui sont le lot de notre expérience du temps actuelle. J'aime beaucoup cette œuvre de Pascal Martin Taillou, qui est un artiste camerounais, qui est une œuvre dans la collection du Musée d'art contemporain de Lyon, La Vieille Neuve. La Vieille Neuve permet d'ouvrir un autre tiroir de cette modernité liquide, le tiroir du postcolonialisme. Pascal Martin Taillou s'est intéressé à une voiture, donc vous rentrez dans l'installation, c'est une voiture qui a l'air quand même en piteux état, et puis un moniteur sur lequel défilent des entretiens, en tout cas des images qui relèvent soit d'une grammaire documentaire, et tout ça fait installation. En fait, l'artiste s'est intéressé à la trajectoire biographique d'un objet. Cet objet, c'est la voiture. Il ramène cette trajectoire biographique dans une séquence narrative qui est diffusée sur le petit moniteur. Sur le petit moniteur, on voit interviewer les différents propriétaires de cette voiture. Et on se rend compte que le premier propriétaire, quand il achète son Opel en Belgique ou je ne sais où, il l'achète neuve parce que ça a beaucoup plus de valeur d'acheter une voiture neuve. Et puis une voiture neuve s'use moins vite. Et puis, une voiture neuve, quand on veut la revendre, c'est quand même plus simple. Et il va la revendre à un deuxième propriétaire qui lui achète parce que c'est une voiture presque neuve, qui n'a pas beaucoup de kilomètres. Donc, c'est une bonne affaire. C'est le système de valuation. Enfin, en tout cas, on attribue une forte valeur à ce véhicule parce qu'il est proche de son état initial dans sa biographie sociale. Et puis, il y a un deuxième, puis il y a un troisième, jusqu'à quelqu'un qui non seulement va la racheter, mais va lui faire le tour du continent en passant par la Turquie, pour la revendre au Cameroun comme taxi brousse. Là, elle va encore enquiller 150 000 km avant d'être vendue à un autre propriétaire de taxi brousse qui va la finir à peut-être 350 000 ou 400 000 km, avec les trous dans la carrosserie de partout, le plancher qui a disparu, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le système de valuation. Les Européens donnent la valeur à ce qui sort de l'usine et ce qui est le plus proche de la biographie, et de l'autre côté, les Camerounais disaient « celle-ci, elle est bien, parce qu'elle a 150 000 km.
c'est la preuve qu'elle est robuste, qu'elle est solide et qu'on va pouvoir lui en faire au moins 100 000 de plus. Et même après lui en avoir fait faire 100 000 de plus, il y a sans doute un acquéreur qui la trouvera, qui va la doter d'une valeur, et on se méfierait davantage de quelque chose qui sort de l'usine qui pourrait tomber en panne pour des raisons inconnues. Enfin, sans vouloir culturaliser outre mesure, cette œuvre montre ces fameux flux. Et c'est la particularité de cette tension du global et du local. C'est-à-dire que le déplacement, si on part sur cette tarte à la crème que la globalisation, c'est le déplacement, bah, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se déplacent. Au premier titre, des objets, des marchandises. Néanmoins, tout déplacement est toujours une transformation. Là, le déplacement opère des transformations physiques, parfois minimes, parfois importantes, mais aussi des transferts de valeur. C'est-à-dire quand on se déplace, on passe d'un contexte de valeur à un autre contexte de valeur, et donc les valeurs associées à l'objet se transforment. Un objet ne traverse pas la Méditerranée sans effet sur son coût, sur les récits qui l'accompagnent, donc, il faut s'intéresser à quelque chose qui est... On pense que les objets sont figés, sont rigides, etc. Mais les objets sont des accomplissements pratiques. Les objets, il faut les voir aussi comme des humains. Il faut les voir comme des êtres ou des ontologies qui sont dotés d'une trajectoire de vie. D'ailleurs, les œuvres d'art aussi ont une trajectoire de vie. Il faut se souvenir que les œuvres d'art meurent. Pas seulement quand Daesh les détruit. Les œuvres d'art meurent tout simplement parce que les propriétés physiques du bois ont une durée de vie. Souvent, on a l'impression qu'elles ne meurent pas parce que ce sont des durées de vie bien supérieures à la nôtre. Mais c'est juste des questions de rapport d'échelle et de représentation d'échelle. Vous voyez, au Louvre, la Joconde, elle est peinte sur un panneau de peuplier. Le panneau de peuplier, il va plier. C'est inéluctable. Non, il va plier. Il a déjà commencé à plier. C'est l'angoisse totale. Parce que dans la déontologie de la conservation, on ne peut pas produire un geste qui ne soit pas réversible. Or, là, il faudrait faire quelque chose, il faudrait lui clouer ou lui visser une plaque en fer derrière pour qu'il arrête de plier. Parce que s'il plie au-delà d'un certain degré, il peut rompre. Et alors là, catastrophe. Le conservateur qui sera responsable de la collection à ce moment-là, je peux vous dire qu'il va droit au suicide, jeté dans la Seine, s'il n'est pas tué par ses propres collègues. Et donc, vous voyez, on a associé au concept de chef-d'œuvre l'idée d'éternité. Or, tout a une durée de vie, y compris la Joconde. C'est peut-être encore longtemps. On ne verra pas ce panneau de peuplier qui va casser, j'en rêverais, mais... Dans ces dynamiques de flux, il y a une œuvre qui m'avait beaucoup intéressé en 2009 à la Biennale de Lyon. C'est une œuvre qui s'intitule « What Difference a Day Made » de Michael Lynn. Et alors, c'est la boutique du tout à 2 € chinois, que vous trouvez dans n'importe quel quartier chinois dans le monde, que vous soyez en Asie, aux États-Unis, en Europe, etc. Donc des objets bon marché, des objets de tous les jours. C'était une biennale sur le quotidien, donc c'était vraiment les assemblages de l'ordinaire. Et dans l'installation, on commence par rentrer dans cette petite échoppe un peu exiguë dans laquelle vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour balayer, faire à manger, tout ce qui convient aux activités ordinaires et domestiques. Et tout ça a été redéployé dans un deuxième moment, quand on sort dans l'exposition, en utilisant des catégorèmes qui sont plutôt des catégorèmes de classement plastique, par forme, par chromatisme, tout ça ramené dans un display, c'est-à-dire une manière de montrer les œuvres qui ressemble quand même à des caisses d'œuvres d'art, mais qui seraient compartimentées. Et puis vous avez des écrans autour sur lesquels on voit
un jongleur traditionnel chinois qui s'emploie méthodiquement à jongler avec tous les objets les uns après les autres. Mais évidemment, il y a des objets plus ou moins jonglables, les moins jonglables terminant dans un état peu amène, par terre, ou alors il se les prend sur la figure, etc. On a coutume de dire que, et c'était aussi une tarte à la crème, que la globalisation relève de l'homogénéisation du monde. Tous les travaux en sciences sociales démontrent le contraire. D'ailleurs, dans les années 90, quand on a commencé à penser les désordres politiques de la mondialisation, comme on l'appelait à l'époque, souvenez-vous, ce type un peu gaulois avec les moustaches, qui est aujourd'hui député européen, qui démontait des McDo. L'argument était la McDonaldisation du monde, c'est-à-dire l'homogénéité avec une norme, etc., etc. Mais, pas me faire l'apôtre de McDonald's, mais si vous allez chez McDonald's aujourd'hui, il faut voir le discours qu'ils vous tiennent en France. On vous dit que, alors, non seulement vous mangez du bœuf charolais, tout ce qu'il y a de plus, etc., on vous vend les légumes, et puis alors on vous met une tranche de roquefort et tout ce que vous voulez. Vous voyez, on francise, c'est du marketing, hein, on est bien d'accord, mais c'est-à-dire qu'à aucun endroit du monde, ce qui apparaît comme une junk food uniforme, etc., n'est la même, et on ne mange pas la même chose. Et puis, souvent, on oublie que la globalisation culinaire, elle est d'abord passée dans les restaurants chinois. La première global food qu'on mange à Paris dans les années 50, c'est les restaurants chinois. C'est eux qui se sont implantés les premiers en Europe et en Amérique du Nord. Et puis après, il y a eu toutes sortes de communautés qui ont implanté leur culture culinaire, qui se sont transformées. Là, c'est le grand boom de la cuisine coréenne en France. Donc, comme je suis allé 3 semaines en Corée, mais je ne mange quand même pas la même chose. C'est-à-dire que je mange la même chose au goût, mais je mange avec une entrée, un plat, un dessert à la française. Et il y a quand même des choses un peu baroques qu'on ne nous servira jamais à table en France, comme les poulpes vivants qui s'accrochent à votre palais avec leurs petites ventouses. Ça, il y a encore un petit peu de chemin. Mais en Corée, on ne mange pas tout. Il y a beaucoup à manger sur la table et on ne peut pas tout manger. Et tout est servi en même temps. Et sur des tables très grandes, même si on n'est que 2 à manger, on a des quantités de plats considérables. Donc, vous voyez, l'uniformisation, c'est compliqué. Alors pour ça, Arjuna Padurai, il avait fait une étude célèbre sur le cricket. Il avait démontré, il avait dit, voilà, comment se fait-il que les Pakistanais et les Indiens jouent encore au cricket alors que c'était vraiment le sport des colons, puis alors de l'aristocratie britannique, hein, vraiment. C'est les pays du monde dans lesquels il y a le plus de licenciés dans ce sport. D'ailleurs, ce sont les meilleurs, hein, les meilleures équipes au monde sont des équipes pakistanaises et indiennes. Et il a démontré que il y avait donc son idée, c'est qu'il faut démontrer que essentialiser des formes culturelles est une erreur. C'est-à-dire doter une forme d'un sens social ad vitam. Ça n'est pas possible. Donc évidemment, il dit, dans les années 50, le cricket est encore nimbé de l'idéologie du fair play de l'aristocratie britannique et donc d'un système de valeurs qui est vraiment celui des colons. Mais ils vont transformer leur manière de jouer au cricket. Ils vont jouer beaucoup plus brutalement, avec du contact physique, beaucoup plus de contact physique. De sorte que dans les années 80, quand il y avait des rencontres internationales, les lords britanniques se faisaient ruer dans les brancards avec des coups d'épaule, les croche-pattes, etc., par les premières lignes pakistanaises qui étaient des bons gros gaillards. Et ça a changé la manière de jouer qui est devenue beaucoup plus physique et ça a rendu le cricket en Angleterre beaucoup plus populaire aujourd'hui qu'il ne l'est aujourd'hui parce que les lords britanniques ont été obligés d'aller chercher des prolos pour résister aux premières lignes pakistanaises parce que sinon c'était un peu compliqué. Et donc il fait une très belle ethnologie du cricket pour montrer que les choses ne sont pas stables et elles peuvent se renverser. Et quelque chose qui relève d'un stigmate de la colonisation peut être réemployé et réenvoyé à celui qui stigmatise, chargé d'un nouveau sens. Et ça, c'est très important
parce qu'on est avec Michael Lynn, avec un certain nombre d'artistes que je vous ai montrés, dans ces logiques dans lesquelles ces artistes ont bien compris qu'une forme qui pourrait apparaître comme une forme associée ad vitam à un État-nation ou à une culture locale, non seulement elle peut être partagée à des milliers de kilomètres que là, elle peut être retravaillée, réimplémentée dans un autre dispositif, sans pour autant que ce soit du relativisme. Vous voyez, sans pour autant que la forme perde en sens ou soit dotée. Enfin, c'est peut-être là où Bauman était trop pessimiste. C'est qu'il ne voyait pas que la globalisation est un phénomène avec des mauvais côtés, on en connaît plein, mais aussi des bons côtés. Notamment des retournements de rapports de pouvoir, et il y a de la conflictualité. Évidemment, il y a de la conflictualité. Kaderatia, les oxymores de la raison, cette pièce qui était présentée à la précédente biennale, est assez géniale. Vous êtes dans un univers de bureaux avec des séparations, comme si on était dans des box. Et vous mettez des casques et vous avez un entretien avec un psychiatre. Et puis après, vous aurez un sorcier dans je ne sais pas quel pays d'Afrique, etc. Au fond, ils ne parlent tous que d'une seule et même chose, c'est-à-dire la rationalité humaine. Et on voit bien qu'il y a des grammaires pour exprimer cette rationalité qui ont été construits dans des contextes, qui se sont construits d'ailleurs comme étant totalement aveugles aux autres contextes de pensée, mais ce sont des univers de croyances dans lesquels les choses marchent. Et la question qui peut se poser aujourd'hui, c'est comment on reconnecte ces univers de croyances, comment on reconnecte ces enjeux. J'avais lu dans Le Monde, pour donner un exemple plus prosaïque, que dans le traitement des cancers à la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans les services d'oncologie, ils ont invité pour une étude expérimentale, et c'est la première fois que c'est de l'argent de la recherche médicale qui finance un grand professeur de médecine chinoise dans les hôpitaux chinois, qui donne aux malades des prescriptions en termes de mouvement et de régime alimentaire. Et donc, il y a une étude très sérieuse pour essayer de voir si un certain type de prescription de mouvement, de régime alimentaire et d'acupuncture peut produire des effets ou pas sur l'évolution, le cancer, etc. Donc, dans l'article, il y avait notamment, ils interviewaient les malades qui disaient que l'un des effets très bénéfiques de ces thérapies, c'était par exemple d'enlever les nausées, d'enlever la souffrance et surtout de faire en sorte que les gens se réapproprient leur rapport à leur corps et à la maladie. Je vois une très grande analogie entre le travail de Kaderatia et ce simple article que j'avais lu, c'est-à-dire dans le monde globalisé, on se rend compte qu'on a eu des univers de croyances, des univers sociaux qui se sont développés de manière étanche et qui se trouvent, malgré eux, connectés. Voilà, aujourd'hui, à Lyon, vous pouvez trouver tout un tas de thérapies qu'on n'aurait pas sans doute trouvé dans les années 60, sinon peut-être des thérapies rebooteuses qui existaient dans les univers qui existent toujours, mais on n'aurait peut-être pas eu accès à la médecine chinoise, on n'aurait pas eu accès à... et on voit bien les uns les autres que quand ça ne marche pas trop bien avec notre médecin généraliste, on peut on peut aller tester des choses, à droite, à gauche, voilà. Alors, ça c'est la question de comment on connecte ces récits. Comment on connecte, et c'est même un enjeu historique. Il y a Sanjay Subramaniam, qui est un historien qui qui est titulaire de la première chaire d'histoire connectée au Collège de France, qui est un historien indien qui parle 9 langues, dont le français, le sanskrit, l'arabe, l'anglais, etc., et qui est parti d'un postulat très simple. Il parle le portugais aussi. Les historiens ont écrit l'histoire des grandes conquêtes à la fin du XVe siècle, début du XVIe, à partir des sources écrites européennes. Et il s'est dit, mais de l'autre côté, ils ont peut-être écrit des choses. Il faudrait aller voir. Et effectivement, il y a des sources en arabe, en sanskrit, c'est-à-dire que les gens qui ont reçu Marco Polo, qui étaient des gens lettrés, des intellectuels, etc.,
Ils ont relaté de leur point de vue ce qui s'était passé. Et c'est génial parce qu'ils essayent de reconnecter les points de vue, les quiproquos, les incompréhensions, mais aussi les convergences, et de refaire une histoire qui n'est pas une histoire linéaire, mais au contraire une histoire dans laquelle on a eu plusieurs chemins, et de montrer comment ils ont pu coexister et cohabiter. Et c'est un des grands enjeux des sciences humaines et sociales aujourd'hui. Voilà. Linette Yagum-Boaquier, pour rester sur les questions postcoloniales, c'est une femme peintre qui vit dans un quartier afro-caribéen de Londres et qui propose ce tableau qui s'intitule « Duke for a Day ». Il est simple ce tableau, c'est juste un portrait relativement réussi, mais il pose quand même des questions de peinture et d'histoire de la peinture. Dans la querelle du coloris, dans l'histoire des conflits artistiques, il y a toujours eu une prévalence du clair sur l'obscur dans la théorie picturale européenne. Et cette théorie, elle s'est précisément ancrée dans le fait que nous sommes blancs et que nos visages, pour les faire exister et arriver à rendre compte quelque chose de leur intériorité psychique picturalement, il faut faire ressortir. Et donc, ce qui est important, c'est ce qui est clair. Et donc, l'obscur va aller dans les fonds, et on va faire ressortir le clair sur des fonds obscurs. Donc, ce n'est pas juste un dualisme, c'est une asymétrie dans laquelle le clair est au sommet de la pyramide et les couleurs obscures plutôt en bas. Évidemment, si on est noir et qu'on cherche à portraiturer des gens noirs, cette grammaire visuelle ne fonctionne pas. Ou alors, on est obligé de l'inverser totalement et d'utiliser des fonds blancs. Et comment on fait exister un portrait avec une grande vigueur psychique, etc. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, est-ce qu'on peut peindre un visage noir sur un fond sombre? Comment ça fait ressortir? Évidemment, c'est des questions postcoloniales dans le sens où le racialisme a essayé d'installer cette idée au XIXe siècle que les individus du noir n'étaient pas dotés de psyché. Ils n'avaient pas de vie psychique, ils avaient des mimiques tout juste, donc ils n'avaient pas d'expressivité du visage. D'ailleurs, c'est un cliché raciste vieux comme le monde. Les noirs sont tous les mêmes, on n'arrive pas à lire les traits de leur visage. Vous voyez? Et tout ça est implémenté quand même dans l'histoire de la peinture. La globalisation nous permet de nous rendre compte que le blanc n'est pas une couleur neutre. Et que le blanc nous a fait voir le monde en blanc. Et que là aussi, c'est une question d'interconnexion. C'est-à-dire, on ne va pas refaire l'histoire, mais il faut juste, et je crois que ces peintures le montrent, c'est un simple portrait qui permet d'interroger l'histoire de la peinture et de questionner les grammaires picturales, leur ancrage dans une histoire. Voilà. Et elle ne tient aucun discours politique. Elle n'a aucune revendication ou quoi que ce soit. Hein. C'est sa peinture qui porte ce discours-là. Ce sont des problèmes picturaux qui engendrent des questions politiques. C'est ça qui est extraordinaire chez elle. Et Malibuta, j'adore cette œuvre aussi qui a été présentée dans Indiana Highway 4 dans ce musée. C'est le nec plus ultra du vocabulaire de l'art minimal, donc structure élémentarisée, cubique, etc. Et puis on est dans le white cube, mais ce sont des petits bâtons d'encens, par milliers, qui pendent de manière à forger ce cube, qui est très intéressant visuellement, ce que rend très mal évidemment la projection, parce que c'est un cube qui n'a pas de face franche. Donc le regard pénètre un peu sur quelques centimètres dans la masse, mais à un certain moment, la superposition visuelle fait qu'on arrive dans une forme d'opacité. Et puis surtout, il y a l'odeur. C'est l'œuvre qu'on ne voit pas arriver, mais qu'on sent arriver à 1 kilomètre. C'est-à-dire qu'on peut se repérer à l'odeur pour arriver vers cette espèce de bloc d'opacité, alors que tout ça pendouille, et que dès qu'il y a des courants d'air, ça crée de l'instabilité dans ce cube, qui est quelque chose de tellement tangible dans le vocabulaire de l'art contemporain européocentré. Gravity. Présentisme aussi, crise du temps. Le film de science-fiction dans lequel on n'imagine pas le futur. Le futur, c'est de revenir sur Terre.
Et puis, regardez, dans la séquence narrative, dans ce film, on est bouclé. On est bouclé sur une séquence de 90 minutes, parce que on est dans l'espace, ils sont en train de bidouiller quelque chose sur un satellite, et puis patatras, il y en a un qui perd des boulons ou je ne sais pas trop quoi. Et donc ça part très très vite et ça va faire le tour de la Terre. Et en 90 minutes, ils vont se reprendre la volée de boulons toutes les 90 minutes. Et donc ça crée des réactions en chaîne qui détruisent un à un tous les espaces habitables dans l'espace. Et donc c'est un vrai blockbuster américain avec la musique un peu lourdingue, etc. Mais j'ai trouvé narrativement que le propos était intéressant, notamment dans cette idée de bouclage circulaire sur un moment du présent qui est une espèce d'angoisse totale, parce qu'on sait que toutes les 90 minutes, paf, ça revient, et il n'arrive pas à s'affranchir de ce bouclage dans le présent. La seule manière de s'en affranchir, que trouve l'actrice principale, c'est de revenir sur Terre. Pas aller vers Mars, pas aller vers revenir sur Terre. C'est quand même bizarre comme film de science-fiction. Hein. Un film de science-fiction, on revient sur Terre. Ça dit des choses quand même sur notre... Et puis, dans le champ de la globalisation, l'œuvre d'art peut devenir une méthodologie d'enquête, une ethnométhode. Ça, c'est Arctic Perspective Initiative. C'est un collectif qui mêle des artistes, des designers, des géographes, des chercheurs qui s'intéressent à l'environnement arctique et qui pensent le rapport de l'œuvre d'art à la situation comme un ethnologue pourrait penser un rapport à un terrain. D'ailleurs, il y a un grand historien de l'art qui s'appelle Al Foster qui, dans les années 80, fin des années 90, se posait la question « Y a-t-il un tournant ethnographique dans l'art contemporain ?» Oui, c'est plus l'artiste d'avant-garde qui arrive tout armé avec une idée de l'histoire, etc. Là, ils arrivent sur un terrain, il faut déjà négocier l'entrée sur le terrain. Il y a des gens qui habitent, là, il y a des chasseurs, il y a des... on n'arrive pas comme ça en tant qu'Européens. Alors, ils arrivent en embarquant des scientifiques qui vont travailler sur les changements climatiques, et en même temps, ils essayent de créer des structures habitables, c'est-à-dire des structures pour produire de la vie en commun qui pourraient être utilisées tour à tour et réciproquement par des scientifiques qui viendraient en mission, mais aussi par des chasseurs qui, dans leur tournée pendulaire, passeraient à cet endroit-là et auraient besoin d'un abri, donc des Inuits, et à tous les acteurs sociaux du site. Donc c'est une forme d'art un peu bizarre qui utilise un appareillage technique, un rapport à la question de comment on habite un lieu et comment rendre compte d'un certain nombre de dynamiques invisibles qui traversent ce lieu. D'ailleurs, le réchauffement climatique, c'est aussi la globalisation, dans le sens où il concerne l'ensemble de la géosphère et non pas, il ne s'arrête pas comme le nuage de Tchernobyl au-dessus des Alpes, comme chacun sait. Donc, mettre l'art au service ou utiliser l'art comme modalité d'enquête. Ce n'est pas des gens qui essayent d'être anthropologues pour de faux. C'est des gens qui utilisent leur capacité d'architecte, d'artiste, de designer pour formuler artistiquement une forme de connaissance d'une situation sociale à un moment donné. Je vous parlais de l'ontophanie de l'écran, de l'idée que l'écran est une espèce de traducteur ontologique. Il y a une très belle allégorie de Bill Viola, c'est Three Women. Bill Viola, il a eu une idée de génie. Il a eu l'idée à un moment dans sa carrière de superposer le format d'un écran avec un écran d'eau. Et c'est très récurrent dans son travail, cette analogie écran d'eau, écran numérique. Et là, vous avez quelque chose qui a la dimension d'un tableau, qui a une espèce de grain, mais on ne comprend pas trop. En tout cas, la surface de l'image a l'air animée par une espèce d'animation visuelle. Et puis, on a des silhouettes qui évoluent très lentement derrière. Et tout ça est très gris, dans des niveaux de gris très beaux, mais très gris. Et d'un coup, il y en a une qui fend. C'est un rideau d'eau.
et qui fend, et son corps s'incarne littéralement dans le sens où, comme on disait d'une chair qu'elle était incarnée dans la peinture du XVIIIe, elle rosit, elle devient colorée, et elle passe presque d'un champ métaphysique à une autre, quoi, comme si elle traversait une séparation entre la mort et la vie. Je sens que je dis de grosses banalités, pardon, mais en tout cas, il y a, cette pièce, elle est extraordinaire pour ça, c'est qu'elle montre très métaphoriquement que les écrans se traversent, nos regards traversent des écrans, et la question que posent les écrans, c'est comment sont transformés nos regards qui traversent ces écrans, voire les choses qui transitent par les écrans, par un mode d'apparition écranique, comment sont-ils transformés? Ce sont aussi des questions très actuelles que Janet Cardiff reprend aussi dans une installation qui était super à la Documenta, avec la géolocalisation. C'est extraordinaire. Vous êtes dans l'ancienne gare de Cassel, oui, qui était un lieu de tri des convois juifs vers les camps de la mort, mais évidemment, tout ça n'existe plus visuellement dans la gare. Donc elle a produit une installation dans laquelle il y a des installations qui apparaissent comme des archives dans l'espace d'exposition, et puis les gens se baladent avec un écran. Et on voit à la fois physiquement ce qui est derrière l'écran, et on voit des choses à travers l'écran, et il y a des choses qui se superposent dans l'écran en fonction de notre position dans l'espace et de ce qu'on regarde à travers cet écran qui devient une espèce de fenêtre interactive. Et on est vraiment dans des logiques de réalité augmentée, et on est dans une installation qui est mi-narrative, et puis qui fait là aussi ressurgir dans toute la complexité du réel, c'est-à-dire toutes ces dynamiques de flux invisibles qui sont constitutives du monde social et qu'on ne voit pas. Et qui sont contradictoires, qui sont conflictuels. Alors, je vais en rester là pour mon ultime panorama, mais si vous voulez, je ne sais pas à l'avance ce que Emma Lavigne va faire, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Je vois une liste d'artistes, je vois une note d'intention. Néanmoins, Monde flottant et ce qu'elle dit dans sa note d'intention, ça devrait travailler très fort cette question de l'instabilité sociale, qui est aussi une question politique. Comme vous le savez, il y a des élections et ces instabilités produisent des paniques morales. C'est pas tout joyeux de vivre dans l'instabilité sur la couche de glace fine sur laquelle il faut patiner vite. C'est très déstabilisant socialement. Voilà. Donc c'est aussi une question politique. Quelle écologie, quel monde commun on va pouvoir construire dans un monde qui est traversé par des dynamiques de flux. Voilà. Je vous remercie. Et est-ce que vous avez des questions? Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de l'aspect raciste concernant le fait de ne pas reconnaître un visage noir parmi une foule noire. Il y a des chercheurs à l'heure actuelle en neurosciences qui expliquent qu'en fait, un blanc ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas été habitué depuis tout petit à reconnaître un visage noir, puisqu'on n'a pas été baigné dans cet environnement-là, et ça serait identique pour une population asiatique ou une population autre. Et en fait, c'est une question visuelle, c'est-à-dire qu'on notre regard n'a pas été accoutumé à ça, donc on n'est pas en capacité de reconnaître les signes distinctifs propres au visage des Noirs ou des visages asiatiques ou des visages des peaux-rouges ou je ne sais quoi, ainsi que des sonorités. Ça se fait aussi dans le langage. Il y a des sonorités admettons, un blanc ne pourra pas refaire pour la langue arabe ou une langue inuit ou une langue que... Oui, je vois très bien ce genre d'études et c'est d'autant plus vrai, par exemple, dans le 18e ou le 19e, justement au moment où il y a ces querelles sur le coloris, etc., que les sociétés sont très homogènes. La pluralisation des sociétés contemporaines fait que, au fond, l'intelligence neurologique se renforce
du pluralisme, du fait que dans une ville comme Lyon, il y a des Noirs, des Blancs, un peu. Mais c'est vrai, et au fond, c'est une question qui est, je ne sais pas si elle est très travaillée, mais c'est la question de l'ancrage du racisme dans des gestes cognitifs profonds qui seraient liés à des contextes et dans lequel, au fond, le racisme construit une idéologie, mais sur des ressentis ou des expériences sensibles qui étaient ancrées et contextualisées. Simplement, je pense que ça a aussi beaucoup changé. Et puis, pour abonder dans votre sens et en même temps donner un petit... j'ai oublié de dire ça. Comment on portraiture les Noirs au XVIIe ou au XVIIIe dans la peinture française ou européenne? Souvent, quand on a une belle impératrice, on dit dans les textes, on dit pour faire ressortir son incarnat, on lui met un enfant noir ou une petite bonne noire à côté parce que on considère que dans le contraste, etc., on va faire ressortir l'incarnat de la peau blanche. Donc il y a aussi, tout ça est une structuration raciale. Et d'ailleurs, si vous allez à la préfecture de Lyon, il y a des très beaux tableaux du XIXe siècle avec des natures mortes gigantesques de poissons et de végétaux, dans lequel des Noirs sont portraiturés dans ce même règne qui est le règne le plus bas dans la hiérarchie des genres picturaux du XIXe siècle. Donc on est quand même héritier de cette histoire. Vous voyez, alors elle s'est forcément aussi forgée dans des... mais il y a beaucoup d'artistes, de peintres qui se posent cette question. Et même dans l'école dans laquelle j'enseigne, j'ai eu un rendez-vous pédagogique avec une étudiante qui utilise des wax africains. Justement pour casser un autre rapport qui s'est structuré dans la peinture dans lequel le motif est toujours infériorisé par rapport à la figure. Or, le wax africain, par sa puissance chromatique, sa sérialité, sa répétition, en fait, elle l'utilise comme toile de fond. Et elle peint des visages plutôt assez diaphanes, et elle inverse complètement le rapport entre la subjectivité et le motif, et je trouve que c'est très intéressant. Alors, elle ne formule pas très bien encore, elle ne le théorise pas très bien, elle est jeune, mais on sent qu'elle est travaillée par cette surpuissance du visage dans la peinture qu'elle aime et qu'elle veut remettre du motif par-dessous. Enfin bref, voilà. Merci de votre propos. Oui. Concernant les artistes français, oui. Est-ce que JR aurait pu faire l'objet d'une mention de votre part? Ça, c'est ma première question. Ouais. Et sinon, sur un artiste que je ne connais que de nom et qui a le vent en poupe, c'est Adana Fif. Vous avez vraiment quelque chose un petit peu de votre immense connaissance à partager? Alors, JR, si ce n'est que je ne maîtrise pas trop, enfin je ne connais pas assez bien son travail, donc je ne me serais pas permis d'en parler. En revanche, ça pose la question du street art. Et ça, c'est une question qu'on avait évoquée plutôt la fois précédente, c'est la question de l'intégration des cultures populaires dans le récit d'un art élitiste et élitaire tel qu'il s'était construit entre le 19e et la première moitié du 20e siècle. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est clair. Moi, pour être avec des étudiants en école d'art toute la semaine, je peux vous dire qu'ils passent du graffiti à l'installation vidéo. Pour eux, c'est exactement la même chose. Et donc, ça va être difficile. Ces hiérarchies qui existaient encore dans les années 50-60 et qui étaient l'objet de débats très tendus entre artistes, je crois que là, en tout cas dans le milieu artistique, c'est plié. Donc, effectivement, j'aurais pu parler du street art, et notamment de ces modes d'apparaître par les réseaux sociaux. C'est aussi une stratégie de visibilité du street art qui est assez récente et qui est complètement globale. Pour la deuxième question, Sadana Fif,
Effectivement, j'aurais pu parler de Saadane Afif, mais là, comme ça, je ne sais pas. J'aurais pu choisir beaucoup d'œuvres, mais je ne sais pas. Oui, c'est un artiste vraiment très intéressant, Saadane Afif, qui travaille beaucoup sur les récits, notamment avec la musique, le son. Je suis un peu sec, je ne sais pas quoi vous répondre d'autre, mais oui, il aurait pu être là. JR intervient partout dans le monde, donc il y a une notion de globalisation, et il met en avant les êtres humains, donc il y a sûrement des liens par rapport à tout ce qui est écrit aujourd'hui, et notamment au populaire, au peuple, enfin les Et quant à Saadane Afif, et d'ailleurs JR est aussi d'origine franco-tunisien, et Saadane Afif est franco-maghrébin, et donc il y a peut-être une relation aussi au post-colonialisme dans leur récit, je ne sais pas. Oui, alors ça c'est tout à fait juste et c'est hyper intéressant. Il y a toute une génération d'artistes qui sont issus des diasporas maghrébines en France qui sont en train d'accéder à une reconnaissance sur les scènes africaines. Et ça c'est hyper intéressant. Quand quelqu'un comme Abdelkader Damani, qui était le responsable de Vedouta sur la Biennale de Lyon, devient commissaire d'une biennale africaine, ça pour moi c'est hyper important. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un truc qui est en train de se jouer avec ces diasporas et qui relie des histoires, qui fait qu'ils sont, parce que la Biennale de Dakar, c'est quand même la Biennale de l'africanité, hein, qui essaye de faire exister dans le concert international des biennales les scènes africaines, et le fait qu'ils aillent chercher l'immigration maghrébine en Europe comme représentante de cette africanité, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et donc, il y en a beaucoup aux côtés des artistes africains qui s'activent en Afrique, hein, mais effectivement, et on sent que là, la Méditerranée est en train de... Enfin, les ponts se construisent, et des carrières qui passent vraiment des deux côtés. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir accompagné.